Les États-Unis d'Amérique sont nés du désir de nombreuses personnes qui y avaient voyagé depuis le vieux monde de l'Europe pour être libres des puissances impériales qui les avaient dominés pendant des siècles, pour avoir la démocratie, la liberté, la justice pour tous et pour prendre en main leur propre destin. La naissance de la nation américaine a été douloureuse, d'abord en ayant à lutter contre les forces britanniques, puis contre les peuples indigènes d'Amérique du Nord, à l'intérieur et à l'extérieur des nouvelles frontières qu'ils avaient déclarées. Entre les nombreux conflits, la nouvelle nation a dû établir ses propres lois, son système politique et sa culture. Aucun de ces éléments ne s'est développé du jour au lendemain. De toute évidence, il n'y aurait pas toujours un consensus. Au cours du siècle après 1776, lorsque les États-Unis d'Amérique sont nés, tout en grandissant sous une union politique des États dont il était composé, il a également vu l'élargissement d'un fossé culturel entre les États industriels du Nord et les États agricoles du Sud. Peut-être plus que toute autre chose, les deux côtés de cette division se sont retrouvés en désaccord sur la question de l'esclavage. L'éthique de la possession d'une personne en tant que propriété est devenue une bataille juridique entre ceux qui soutenaient la pratique et ceux qui s'y opposaient dans la société américaine. Les États-Unis d'Amérique sont nés en 1936. Finalement, ce différend est devenu un véritable champ de bataille. Plus d'Américains sont morts dans la guerre civile américaine qui a fait rage sur le continent nord-américain entre 1861 et 1865 que dans toute autre guerre dans laquelle les Américains ont combattu tout au long de leur histoire. Et bien que les batailles aient longtemps perduré, les répercussions de la guerre civile continuent de se faire sentir à ce jour en Amérique sur des questions telles que la culture et la race. Aujourd'hui, nous plongeons dans le chapitre le plus sombre de l'histoire américaine. Bienvenue à Guerre du Monde. Le débat sur l'esclavage en Amérique précède en réalité la déclaration d'indépendance elle-même. Sous la domination britannique, les territoires américains étaient divisés en 13 colonies, et dans l'une de ces colonies, Rhode Island, des lois ont été adoptées en 1774 rendant l'esclavage illégal dans ses limites territoriales. Cependant, bien que beaucoup aient sympathisé avec l'appel à l'abolition de l'esclavage après 1776, les esclaves étaient toujours un facteur majeur dans les économies de nombreux États, en particulier dans le Sud, où l'exportation principale était le tabac, et l'utilisation d'esclaves pour récolter le tabac était considérée comme faisant simplement partie de l'ordre naturel des choses. Cela changerait après avril 1793, lorsque l'inventeur américain Eli Whitney a construit le premier égreneuse à coton, une machine qui séparait rapidement et facilement les fibres de coton de leurs graines, permettant une productivité bien supérieure à celle des manuels précédents. L'invention de l'égreneuse à coton a eu un grand impact sur le cours de l'histoire, au-delà de la production de biens à base de coton. À bien des égards, c'était une étincelle quelque peu humble qui finirait par déclencher la guerre civile. L'égreneuse à coton a entraîné une croissance massive de la rentabilité du commerce du coton, enrichissant de nombreux propriétaires terriens, surtout dans le Sud. Le coton américain est devenu très recherché, non seulement dans leur propre pays, mais à travers le monde, en particulier sur le marché britannique lucratif, en faisant une exportation clé américaine, et des villes portuaires comme la Nouvelle-Orléans en Louisiane et Charleston en Caroline du Sud sont devenus des centres commerciaux majeurs, augmentant en taille et en richesse. Un facteur majeur dans l'obtention de cette rentabilité a été l'utilisation d'esclaves acquis d'Afrique pour travailler dans les champs de coton. Cependant, dans les États les plus au nord, l'économie était davantage alimentée par les progrès réalisés dans l'industrialisation et la fabrication. Comme les champs de coton dans le Sud, l'industrie du Nord nécessitait un grand nombre de personnes pour la faire fonctionner. Mais au lieu d'importer des esclaves, la main-d'œuvre était acquise grâce à un grand nombre d'immigrants, en particulier des lieux comme l'Irlande, où une grande pourcentage de la population se sentait asservie par la couronne britannique. Par conséquent, alors que la population immigrante du Nord grandissait sur le rêve de liberté, leurs appels à l'abolition de toutes les formes d'esclavage continuaient de croître. Pendant ce temps, l'Amérique s'étendait significativement, intégrant l'Ouest.
Le 30 avril 1803, la vaste étendue de terre s'étendant du golfe du Mexique au Pacifique a été acquise par les États-Unis auprès de la France pour plus de 11 millions de dollars dans ce que l'histoire retient maintenant comme l'achat de la Louisiane. Cela posait un problème quant à savoir si ces nouveaux territoires utiliseraient des esclaves comme le Sud ou seraient des soi-disant États libres comme dans le Nord. Le 1er janvier 1808, le mouvement abolitionniste remporta une victoire clé lorsque le gouvernement fédéral américain interdit l'importation de nouveaux esclaves d'Afrique. En conséquence, dans les États du Nord, l'esclavage a été progressivement éliminé. Mais pour les États du Sud, cela était impensable, et l'interdiction d'importer de nouveaux esclaves menaçait de freiner leur industrie du coton, qui était encore en expansion et dépendait fortement de l'esclavage. Le besoin de nouveaux esclaves dans le Sud entraînerait une augmentation du commerce international des esclaves en Amérique entre le Nord et le Sud. L'abolition croissante de l'esclavage a également renforcé la séparation culturelle entre les deux côtés du débat, une situation exacerbée par le nombre d'immigrants désormais présents dans le Nord, amenant de nombreuses familles blanches du Sud qui chérissèrent leur histoire et la naissance de leur nation à se considérer comme les États les plus américains. Alors que de nouveaux États se formaient après l'achat de la Louisiane, un équilibre politique délicat entre le Nord et le Sud a été maintenu en admettant les deux côtés du Nord et du Sud aux États-Unis. Cependant, le Nord avait une population nettement plus élevée que le Sud. Beaucoup souhaitaient abolir l'esclavage dans l'ensemble des États-Unis, et ainsi le Nord en est venu à dominer le paysage politique au sein de la Chambre des représentants. Se sentant menacé par cela, le Sud a cherché à rétablir l'équilibre en 1819, alors que le Maine et le Missouri demandaient leur admission à l'Union. Le statut des esclaves dans ces futurs États a fait l'objet de débats et pourrait potentiellement influencer les futurs États américains. Certains États ont rejoint l'Union alors que les États-Unis s'étendaient vers l'Ouest. Après de nombreuses délibérations, il a été décidé que le Missouri serait admis en tant qu'État esclavagiste et le Maine en tant qu'État libre, maintenant ainsi l'équilibre politique entre les deux côtés du débat. C'était connu sous le nom de « compromis du Missouri » et il stipulait que dans le futur, seuls les États situés au nord du Missouri et de la ligne de latitude 36-30 seraient admis s'ils avaient aboli l'esclavage. Bien que le compromis était précisément cela, de nombreux observateurs de l'époque ont noté que le sujet de l'esclavage avait divisé la nation et il ne semblait pas y avoir de solution à long terme qui satisferait l'un ou l'autre côté, d'autant plus que les exportations de coton du Sud continuaient de croître, tout comme leurs profits. Entre-temps, les tensions avec le voisin sud-américain, le Mexique, dont les frontières, englobant les actuels Texas et Californie, étaient bien plus vastes qu'aujourd'hui, ont débuté. En 1836, le Texas s'est séparé du Mexique, se déclarant une république indépendante. Mais cela a entraîné à la fois les Mexicains et les Américains à exprimer des ambitions d'absorber le nouveau pays dans leur propre nation. En 1843, le président américain John Tyler a décidé de poursuivre une politique d'annexion du Texas dans le cadre de sa candidature à la réélection. Officiellement, c'était pour contrer les soupçons de manœuvres diplomatiques, effort du gouvernement britannique pour la libération des esclaves au Texas, ce qui, disait-il, minerait l'esclavage aux États-Unis. Les diplomates de Tyler ont entrepris des négociations secrètes avec le gouvernement du Texas à Houston, sécurisant un traité d'annexion en avril 1844. Lorsque les documents ont été soumis au Sénat américain pour ratification, les détails des conditions de l'annexion sont devenus publics. La question de l'acquisition du Texas est devenue prédominante. Lors de l'élection présidentielle de 1844, qui a été remportée par James Key, Polk soutenait fermement le Texas et appuyait son annexion, malgré qu'il en fût une victime. Et c'est sous sa présidence, le 19 février 1846, que le Texas est devenu le 28e État. Cela a déclenché la guerre américano-mexicaine de 2 ans. Cette guerre a été un tournant dans l'histoire américaine. Elle a d'abord consolidé l'Amérique en tant que puissance militaire majeure en Amérique du Nord. Et deuxièmement, l'acquisition de territoires autrefois mexicains a renforcé l'idée prédominante de la destinée manifeste de l'Amérique. Une croyance largement répandue parmi le peuple des États-Unis que sa population était destinée par Dieu à s'étendre à travers le continent nord-américain, apportant la loi, l'ordre, les institutions américaines et le christianisme à la vaste frontière. Mais alors que la guerre elle-même a aidé à unifier certaines des divisions de la société américaine, c'est dans la paix qui a suivi que les divisions, en particulier autour de l'esclavage, non seulement ont refait surface, mais se sont enflammées.
Les États-Unis s'étendaient désormais jusqu'à l'océan Pacifique et la question de l'esclavage dans les nouveaux territoires était à nouveau un sujet de débat. Le Nord comme le Sud ont maintenu leurs points de vue respectifs et souhaitaient imposer ces points de vue au Texas. Même avant la fin de la guerre, le représentant de Pennsylvanie David Wilmot a proposé une interdiction de l'esclavage dans les nouveaux territoires en possession des États-Unis à la Chambre des représentants des États-Unis. Baptisée la clause Wilmot, elle a finalement été battue, mais le débat a continué sur ce qu'il fallait faire avec les nouveaux territoires, et pourquoi. Dans le but de résoudre la division entre les États libres et les États esclavagistes, un ensemble de 5 projets de loi distincts a été adopté par le Congrès des États-Unis en septembre 1850, baptisé le Compromis de 1850. Selon ce compromis, la Californie a été admise aux États-Unis en tant qu'État libre, tandis que les autres parties de l'ancien territoire mexicain ont été organisées en territoire du Nouveau-Mexique et de l'Utah. La décision concernant l'esclavage au sein de ces États devait être déterminée selon le concept de souveraineté populaire dans lequel les habitants de chaque territoire décideraient si l'esclavage serait autorisé ou non. Le compromis comprenait également la loi sur les esclaves fugitifs qui empêchait le Congrès américain d'intervenir dans le commerce des esclaves entre les États et permettait aux propriétaires d'esclaves du Sud de prendre des personnes noires libres du Nord et de les transporter vers le Sud. Si cela n'a pas suffisamment irrité les abolitionnistes du Nord, l'acte a également fait de l'aide aux esclaves, dans leur fuite de leurs maîtres du Sud, un acte criminel pour ceux du Nord. Le compromis de 1850, bien qu'il semblait régler le différend dans les couloirs du pouvoir, n'a fait qu'attiser davantage les abolitionnistes du Nord, qui se sentaient maintenant forcés d'aider à l'esclavage dans le Sud. Le débat atteindrait son paroxysme le 4 janvier 1854, lorsque le démocrate Stephen A. Douglas a présenté un projet de loi pour organiser le territoire du Nebraska, afin de placer la région sous contrôle civil et lui permettre de construire un chemin de fer transcontinental à travers le territoire. Cependant, les sénateurs du Sud s'y sont opposés, car la région se situait au nord de la latitude 36-30, stipulée dans le compromis du Missouri de 1820, ce qui signifiait que le Nebraska deviendrait un État libre, ce qui menaçait de perturber l'équilibre politique entre les États libres et esclavagistes en faveur des premiers. Par conséquent, pour obtenir le soutien des sénateurs du Sud, Douglas a proposé de créer 2 territoires dans la région, nommés Nebraska et Kansas, et d'abroger la ligne du compromis du Missouri. Quant à la question de l'esclavage, il a été décidé de la laisser une fois de plus à la décision des personnes qui y vivraient réellement, selon la politique de la souveraineté populaire, en supposant que le territoire plus au nord, le Nebraska, s'opposerait à l'esclavage, tandis que l'État du sud du Kansas le permettrait, maintenant ainsi l'équilibre. Malheureusement, certains des éléments les plus agressifs des 2 côtés des débats souhaitaient s'assurer que le Kansas adopterait leur façon de penser et ont afflué vers le nouveau territoire pour renforcer les chiffres de leur camp et influencer le vote final. Des factions opposées se sont formées et cela a inévitablement conduit à la violence. Fin 1855, bien plus d'1 millier de personnes de l'État esclavagiste du Missouri ont franchi la frontière vers le Kansas et ont attaqué la ville abolitionniste de Lawrence, qui a finalement été pillée par eux quelques mois plus tard. En réponse à ces attaques, l'un des abolitionnistes les plus radicaux, un homme nommé John Brown, a organisé le meurtre de 5 colons supposément pro-esclavagistes le long du ruisseau Potawatomi. Il s'est alors suivi environ 4 mois de violence entre de petits groupes armés à travers l'est du Kansas, y compris une petite force levée par John Brown, basée sur la réputation de son attaque sur les 5 colons. Cette période est devenue connue sous le nom de Kansas sanglante et à la fin de 1856, des troupes fédérales ont dû être appelées pour rétablir l'ordre avant que les habitants du Kansas ne votent pour devenir un État libre. Mais la violence a continué pendant des années par la suite, bien que de manière plus sporadique qu'en 1856. Du sang avait été versé lors du débat sur l'esclavage et pour des extrémistes comme John Brown, il n'y avait pas de retour en arrière possible. En 1857, les abolitionnistes ont été durement touchés par l'affaire Dred Scott, un esclave emmené par son propriétaire en Illinois et au Wisconsin, 2 régions libres. Scott a donc soutenu qu'en étant dans ces zones où l'esclavage était aboli, il était désormais lui-même libre. La Cour suprême a été convoquée avec 9 juges chargés de rendre un jugement sur l'affaire. Toutefois, 6 soutenaient l'esclavage. Et en conséquence, la Cour a décidé que les personnes noires n'étaient pas des citoyens selon la Constitution des États-Unis,
qui a été rédigé en 1787. Cette décision a provoqué la colère des abolitionnistes. Alors que les troubles au Kansas commençaient à éclater, un nouveau parti politique a été fondé qui aurait un impact dramatique sur la politique américaine à jamais. Connu sous le nom de Grand Old Party, mais plus largement mentionné dans l'histoire comme le Parti républicain, il a été fondé le 20 mars 1854, et en plus de promouvoir le libéralisme classique et les réformes économiques, il était principalement composé d'abolitionnistes, qui voulaient mettre fin à l'esclavage dans toute l'Union. Parmi les membres du nouveau parti se trouvait un certain Abraham Lincoln. Lincoln venait du Kentucky et a grandi à la frontière dans une famille pauvre qui vivait dans une cabane d'une seule pièce. Cependant, c'était un homme déterminé. Et après s'être essentiellement procuré sa propre éducation, il est devenu avocat, un exploit impressionnant en soi. Cependant, il a rapidement trouvé sa voie en politique, rejoignant le parti Whig, un prédécesseur du Parti républicain, finissant par accéder au poste de chef de parti, législateur de l'État de l'Illinois et congressiste. En 1849, il décide de quitter son poste gouvernemental pour retourner à la pratique du droit. Mais il était en colère contre le succès du Parti démocrate qui a ouvert les terres de la prairie à l'esclavage et est donc revenu en politique en 1854. Initialement, il a repoussé les avances du nouveau Parti républicain, se concentrant plutôt sur les divisions de son parti Whig. Mais avec le temps, il se rapprocherait de plus en plus des républicains, qui semblaient être plus engagés à mettre fin à l'esclavage que l'ancien parti. Entre août et octobre 1858, Lincoln a entrepris plusieurs débats clés avec le démocrate Stephen A. Douglas durant la campagne sénatoriale. Leurs discours et débats seraient diffusés au-delà de l'Illinois et sont venus symboliser les problèmes de l'esclavage aux États-Unis. Bien que Lincoln ait perdu l'élection face à Douglas, une grande partie de ce qu'il a dit lors des débats a contribué à former sa campagne présidentielle en 1860, et il s'est affirmé comme un champion du mouvement anti-esclavagiste. Mais l'appel à l'abolition totale de l'esclavage aux États-Unis par des moyens pacifiques ou politiques prenait trop de temps pour certains. Lors d'une réunion avec ses partisans dans la communauté noire libre de Chatham, en Ontario, au Canada, à l'hiver 1858, l'extrémiste John Brown a proposé d'inspirer et d'équiper une insurrection par des esclaves en Virginie du Nord. La frustration croissante face à l'échec de l'émancipation pacifique des esclaves dans le Sud a rendu de nombreux abolitionnistes, y compris les plus pacifiques, réceptifs à la suggestion violente de Brown. Ceux qui n'étaient pas membres actifs le soutenaient par des armes, des fournitures, de l'argent ou des renseignements. Au début de l'année suivante, en 1859, Brown et ses partisans ont loué une ferme près de Harper's Ferry, en Virginie, qu'ils ont utilisée comme base pour leur raid prévu sur un arsenal fédéral proche. Le 16 octobre, Brown et 21 de ses partisans ont mis en œuvre leur audacieux plan occupant la capitale fédérale des États-Unis, dans le but d'acquérir des armes pour leur insurrection noire. Cependant, le plan s'est rapidement effondré et il a été rapidement encerclé par la milice de Virginie, commandée par le colonel Robert E. Lee. Dans la lutte qui a suivi, les hommes de Brown ont été submergés, avec Dix tué dans l'échange de tirs, tandis que Brown lui-même a été blessé et capturé. Brown a été jugé pour trahison, mais s'est rendu cher aux yeux des abolitionnistes en tant que martyr, tout en menant une défense passionnée de ses actions. Il a été reconnu coupable et pendu le 2 décembre 1859, mais les retombées du raid ont été larges et très dommageables pour le statu quo politique, en particulier dans le Sud, où les craintes d'un soulèvement d'esclaves soutenu par le Nord ont été alimentées presque hors de contrôle. Pour de nombreux propriétaires d'esclaves du Sud, ils ont commencé à soupçonner que le Nord ne serait jamais content de les laisser garder leurs esclaves. Cela les a fait réfléchir sur leur avenir au sein de l'Union des États. En 1860, les habitants des États-Unis se préparaient à se rendre aux urnes. Mais derrière l'apparence pompeuse habituelle d'une campagne présidentielle, les nombreux États qui composaient l'Union étaient plus divisés que jamais. Le Parti démocrate lui-même étant divisé entre le Nord et le Sud, après tous les récents problèmes concernant l'esclavage. Dans ce contexte, le nouveau Parti républicain audacieux a présenté Abraham Lincoln comme leur candidat à la présidence. Le jour de l'élection, Lincoln a remporté un peu plus de $1 million, moins de 40% des voix, mais de manière significative, il a remporté une majorité au collège électoral avec 180 votes électoraux, balayant le Nord, ainsi que les États de la côte pacifique de Californie et de l'Oregon. Sa victoire a ébranlé le Sud pro-esclavagiste, car Lincoln était considéré comme une sorte de figure de proue,
du mouvement abolitionniste américain de l'époque. Cependant, Lincoln savait qu'il ne pouvait pas simplement rendre l'esclavage illégal, compte tenu de la délicatesse de l'Union sur cette question, et s'est donc engagé à ne pas interférer dans la pratique dans le Sud dans le but de les apaiser. Ce ne devait pas être le cas. L'élection de Lincoln a encore aliéné le Sud, où il n'avait remporté aucun vote, et le 17 décembre 1860, une convention a eu lieu en Caroline du Sud, qui était l'État le plus riche de l'Union, pour abroger la ratification de la Constitution des États-Unis par l'État. En faisant cela, le 20 décembre, la Caroline du Sud a quitté les États-Unis d'Amérique. La sécession de la Caroline du Sud a fortement impacté Lincoln, déclenchant un effet domino sur les autres États du Sud, se sentant menacés par la présidence républicaine. En quelques semaines, plusieurs autres États du Sud ont suivi. Le Mississippi a fait sécession le 9 janvier 1861, suivi de la Floride le 10 janvier et de l'Alabama le jour suivant. La Géorgie a fait sécession le 19 janvier, tandis que la Louisiane rejoindrait les États sécessionnistes le 26 janvier. Le 4 février, les délégués des États sécessionnistes se sont rassemblés à Montgomery, Alabama, pour former une coalition provisoire et créer leur propre gouvernement. Ils ont appelé leur nouvelle alliance politique les États confédérés d'Amérique et en plus d'adopter leur propre drapeau, quelques jours plus tard, ils ont choisi Jefferson Davis comme président. Le Texas serait le dernier État à rejoindre la Confédération, se séparant de l'Union le 23 février, la deuxième fois que l'État avait été absorbé par une puissance voisine en seulement 16 ans. Le président Lincoln, récemment en poste, faisait déjà face à la plus grande crise de l'histoire américaine. Espérant résoudre la crise pacifiquement, lors de son investiture, en tant que président des États-Unis le 4 mars 1861, il a déclaré « Il semble exister une appréhension parmi les habitants des États du Sud que par l'accession d'une administration républicaine, leur propriété, leur paix et leur sécurité personnelle soient menacées. Il n'y a jamais eu de raison valable pour une telle appréhension. En effet, les preuves les plus éloquentes du contraire ont toujours existé et ont été ouvertes à leur inspection. On le trouve dans presque tous les discours publiés de celui qui vous adresse maintenant. Je ne fais que citer l'un de ces discours. Quand je déclare que je n'ai aucun objectif, directement ou indirectement, d'interférer avec l'institution de l'esclavage dans les États où elle existe. Je crois que je n'ai aucun droit légal de le faire, et je n'ai aucune inclination à le faire. Malheureusement, à ce moment-là, la situation avait complètement dégénéré. Au fort Sumter, un fort maritime incomplet situé sur une île dans le port de Charleston en Caroline du Sud, les troupes américaines qui occupaient le fort étaient en impasse avec la milice locale depuis que les États se sont séparés de l'Union. Lorsque le président Lincoln a annoncé qu'il prévoyait de ravitailler les hommes du fort, le général confédéré Pierre-Gustave Toutant-Beauregard a ordonné à ses hommes de bombarder le fort le 12 avril 1861. Après un échange d'artillerie de 34 heures entre les deux côtés, le major de l'armée américaine Robert Anderson, qui était en commandement au fort avec 86 de ses hommes, s'est rendu. La guerre civile américaine avait commencé. Le 15 avril 1861, le président Lincoln a ordonné qu'une armée de 75 000 hommes des États fidèles à l'Union devrait être levée et envoyée dans ce qu'il a qualifié d'insurrection dans le Sud. Début des hostilités et appel de Lincoln. Le choix de prendre les armes a amené les États à se positionner. Ainsi, la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord ont rejoint la Confédération. Malgré le gonflement de la Confédération avec l'ajout de ces États, ils avaient plusieurs désavantages majeurs. Lutter dans une longue guerre avec l'Union. D'abord, l'Union avait une population nettement plus grande que la Confédération. En 1861, la Confédération comptait environ 9,5 millions de personnes, mais ce chiffre incluait environ 3,5 millions de scans, esclaves. Pour mettre cela en perspective moderne, la population de New York City seule était de 8,5 millions, mais les forces confédérées devaient protéger plus de 770 000 miles carrés de terre, même avant que les 4 derniers États ne se joignent après le début de la guerre. En revanche, l'Union avait une population d'environ 18,5 millions d'habitants et mobiliserait une force qui a atteint un pic de 2,2 millions de soldats comparativement à environ 1 million de troupes de la Confédération. Si cela n'était pas suffisamment problématique pour la Confédération, l'Union plus industrieuse possédait des milliers de miles de voies ferrées supplémentaires, ce qui signifie que l'Union pouvait redéployer des troupes et les approvisionner beaucoup plus rapidement.
L'éclatement des hostilités a également gravement endommagé leur industrie du coton, car non seulement de nombreux travailleurs ont été appelés à combattre, mais Lincoln avait ordonné que la marine de l'Union bloque les principaux ports confédérés. La Confédération a pu redéployer et ravitailler rapidement ses troupes. Le président Jefferson Davis a souvent lutté pour maintenir l'unité parmi les États de sa Confédération. Après tout, ils avaient quitté l'Union pour maintenir leurs droits individuels. Et il y avait donc parmi eux un sentiment prédominant que les besoins de leurs propres États passaient avant tout, quels qu'ils soient. Ainsi, alors que les deux camps se dirigeaient l'un vers l'autre pour la première grande bataille de la guerre civile américaine, beaucoup pensaient qu'il ne s'écoulerait que quelques mois avant une victoire de l'Union, ou du moins un accord de paix. Avec la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord qui se rangent du côté de la Confédération, le 3 mai, le président Lincoln a de nouveau élargi l'armée de l'Union, avec un appel à 43 000 volontaires supplémentaires. Le 24 mai, les forces de l'Union ont traversé la rivière Potomac et occupé les hauteurs d'Arlington, en Virginie, qui était la maison de l'ancien colonel de l'armée américaine Robert E. Lee, commandant de la force capturant Jameson, la Virginie et les États-Unis. Le 24 mai, les forces de l'Union ont traversé la rivière Potomac, occupé les hauteurs d'Arlington, capturé Jameson et pris le contrôle d'Alexandria, en Virginie. Sur place, le colonel de l'Union Elmer Ellsworth, commandant du 11e régiment d'infanterie de New York et un ami personnel proche du président Lincoln, est allé retirer un grand drapeau confédéré de la Marshall House, une auberge tenue par un successionniste dévoué, James W. Jackson. Jackson a tiré sur Ellsworth, officier de l'Union, alors qu'il descendait vers Arlington Heights, après avoir retiré le drapeau, le touchant à la poitrine. Un des hommes d'Ellsworth a riposté sur Jackson, le touchant au visage et le tuant. Mais il était trop tard pour Ellsworth, qui est mort de ses blessures, et en faisant ainsi est devenu le premier officier de l'Union tué dans la guerre civile. Les deux hommes sont effectivement devenus des martyrs pour leurs causes respectives, le corps d'Ellsworth reposant à la Maison-Blanche avant son enterrement. Plus d'une semaine plus tard, le 3 juin, les armées confédérées et de l'Union s'affronteraient pour la première fois. Tôt le matin après une marche épuisante sous un orage, 2 colonnes de forces de l'Union sous le commandement du colonel Kelly et du colonel Demont, avec un total de 3000 hommes, ont attaqué 800 recrues confédérés mal armés, sous le commandement du colonel George Potterfield à Philippa, en Virginie. Après un bref échange de tirs, les troupes confédérées se sont retirées. La bataille a alimenté d'autres protestations dans la partie ouest de la Virginie contre la sécession, et quelques jours plus tard, à Wheeling, la Convention de Wheeling a annulé l'ordonnance de sécession de la Virginie et a nommé Francis H. Pierpont gouverneur, comme le premier gouverneur de l'État de Virginie occidentale, accepté comme le 35e État de l'Union 2 ans plus tard, le 20 janvier 1863. À la suite de ce succès, les gens du Nord se sentaient assurés d'une victoire rapide. Le président Lincoln a instruit le général de brigade Irvin McDowell de monter une offensive qui défaitrait de manière décisive les Confédérés et ouvrirait la voie à Richmond, conduisant à la capture de la ville avant le prochain commandement confédéré. Lincoln a ordonné une attaque confédérée sur la ville pour terminer rapidement la guerre, malgré une réunion du Congrès prévue. L'offensive se concentrerait autour d'une attaque sur plus de 20 000 troupes confédérées, sous le commandement du général Pierre-Gustave Tout-en-Beauregard, campé près de Manassas Junction, en Virginie, à environ 25 miles de Washington District of Columbia, le long d'une petite rivière connue sous le nom de Bull Run. Le dimanche 21 juillet 1861, les deux armées se sont rencontrées dans la première grande bataille terrestre de la guerre civile américaine, maintenant connue sous le nom de bataille de Washington, District de Columbia. La bataille a commencé lorsque 35 000 troupes de l'Union ont quitté la capitale fédérale à Washington, District de Columbia, et ont attaqué la plus petite force confédérée. Cependant, l'attaque de l'Union a été mal conduite et n'a pas réussi à détruire les Confédérés comme on l'avait anticipé. Pour aggraver les problèmes pour l'Union, des renforts confédérés sous le commandement du général de brigade Joseph E. Johnston est arrivé en train avec une brigade de Virginians dirigée par le général Thomas G. Jackson s'est avéré que Jackson serait à jamais connu sous le célèbre surnom de Stonewall. Après avoir mené des actions défensives pendant la majeure partie de la journée, les rebelles se sont organisés et ont réussi à briser le flanc droit de l'Union, ce qui a envoyé les troupes de l'Union dans une retraite désorganisée en direction de Washington. Cette victoire confédérée a été un coup terrifiant pour l'Union, en particulier pour les gens de Washington, District of Columbia,
qui craignaient que les troupes confédérées ne capturent sur la ville. Leur confiance avant la bataille a été brisée, et il y avait une installation rapide de défense autour de la ville. Cela a également fait prendre conscience à tout le monde que la guerre civile ne serait pas le court conflit que beaucoup avaient anticipé. Les forces confédérées et de l'Union se préparaient également pour le prochain engagement majeur, cette fois-ci ayant lieu dans le Missouri. Une armée de l'Union, sous le commandement du général Nathaniel Lyon, a attaqué une force confédérée, qui comprenait la milice de l'État au sud-ouest de la ville de Springfield, lors de la bataille de Wilson's Creek. Après une journée de combat brutal, les forces de l'Union ont été contraintes de se retirer, mais pas avant que Lyon ne soit tué, devenant ainsi le premier général de l'Union à mourir dans la guerre. Selon un témoin de l'Union, Lyon a été tué par un soldat nommé John Morgan, qui a tiré sur le général avec un vieux pistolet de cavalerie après que Lyon lui a lancé une pierre quand il a refusé de se rendre. Comme tant d'autres déjà, Lyon est devenu un autre martyr. L'Union connaîtrait cependant de nouveau la victoire le 28 août lorsque leurs forces navales ont attaqué les forts Clark et Hatteras, nouvellement achevés à Cape Hattie-Hatteras, en Caroline du Nord. 880 hommes de l'Union des 9e et 10e volontaires de New York ont navigué dans de petits bateaux et ont débarqué sur la rive sous le couvert de la nuit. Les Confédérés ont abandonné le fort Clark pour Hatteras afin d'attendre des renforts, après quoi ils pourraient reprendre le fort, mais ils ne sont jamais arrivés, et après un lourd bombardement par les navires de guerre de l'Union, au cours duquel plus de 3000 obus ont été tirés en 3 heures, les Confédérés se sont rendus. C'était le début de la campagne de l'Union pour fermer les ports confédérés et étouffer leur commerce vital du coton. Lors de la guerre civile, le gouvernement confédéré a dès le début lancé une campagne diplomatique pour obtenir des matériaux de guerre essentiels de la Grande-Bretagne et de la France afin de compenser leur déséquilibre industriel avec le Nord. En novembre 1861, le navire postal britannique RMS Tran a quitté la Havane, Cuba avec 2 passagers à bord, les commissaires confédérés James M. Mason et John Slidell, les emmenant à Londres. Les 2 confédérés avaient déjà eu tout un voyage, échappant aux forces de l'Union pour atteindre Cuba, mais il semble que leur chance avait tourné, et le Tran a été intercepté dans les eaux internationales du canal des Bahamas par le navire de guerre américain San Jacinto, commandé par le capitaine Charles Wilkes. Agissant sans instructions officielles, Wilkes a retiré de force les 2 commissaires et les a internés à Fort Warren à Boston. Alors qu'il était loué par beaucoup dans le Nord, leur saisie à bord d'un navire britannique contredisait les accords précédents, ce qui a conduit à la perte du navire britannique. Lors de l'éclatement de la guerre civile, les Britanniques ont adopté la position officielle selon laquelle la guerre civile était une affaire strictement interne au peuple américain, mais la Grande-Bretagne dépendait également extrêmement fortement du coton produit par les États confédérés pour son industrie textile, et il était donc dans leur intérêt de maintenir la ligne d'approvisionnement ouverte. Cependant, les États-Unis voyaient la situation différemment et accusaient la Grande-Bretagne de se ranger du côté de la Confédération, ce que les diplomates de l'Union avaient averti entraînerait une guerre. Les Britanniques, à leur tour, ont rédigé une réponse ferme, dans laquelle ils menacèrent à leur tour la guerre avec l'Union si les hommes n'étaient pas rendus à la garde britannique. Le gouvernement britannique est allé jusqu'à convoquer un comité spécial du cabinet pour préparer la guerre, ordonnant des renforts au Canada et envoyant des navires de guerre de la Royal Navy dans les eaux nord-américaines. Ils ont également arrêté la vente de salpêtre, essentielle pour la fabrication de la poudre à canon aux pays étrangers, anticipant que les forces britanniques en auraient trop de besoin dans les mois à venir. Heureusement, un compromis diplomatique a été arrangé, évitant la guerre entre la Grande-Bretagne et l'Union. Mason et Slidell ont été libérés en janvier 1862, mais bien que la Grande-Bretagne ait maintenu sa position officiellement neutre, les chantiers navals britanniques ont construit des navires pour la marine confédérée, sachant pertinemment qu'une fois qu'ils auraient quitté les eaux britanniques, ils seraient armés et utilisés comme navires de guerre et comme raiders. De retour sur Terre, le 21 octobre 1861, environ 1700 soldats de l'Union ont rencontré un nombre égal de confédérés lors de la bataille de Ball's Bluff en Virginie. Le colonel de l'Union Edward D. Baker, un sénateur de l'Oregon et un autre ami du président Lincoln, a conduit des troupes à travers la rivière Potomac, mais a ensuite été forcé de revenir au bord de la rivière où Baker a été tué. Dans la soirée, des renforts confédérés sont arrivés, forçant l'Union à se retirer de l'autre côté de la rivière, effort au cours duquel de nombreux soldats de l'Union se sont noyés dans les eaux glacées. Malgré leur succès éclatant, le début de la guerre avait été une série de désastres pour Lincoln et l'Union. La nouvelle année a apporté une nouvelle vague de batailles entre l'Union et les Confédérés.
commençant au Kentucky, un État qui s'était déclaré neutre lors de l'éclatement de la guerre. Cependant, l'armée confédérée a ignoré leur déclaration, envoyant des troupes dans l'État le 3 septembre 1861, ce qui a incité l'Union à envoyer des troupes sous le commandement du général de brigade Ulysses S. Grant. Le 10 janvier 1862, deux forces opposées de juste plus de 2000 hommes chacune se sont rencontrées lors de la bataille de Middle Creek, qui s'est terminée par une victoire de l'Union. Le 19 janvier 1862, les deux camps se sont affrontés lors de la bataille de Mill Springs. Mais malgré une supériorité numérique marginale des Confédérés, ils étaient mal équipés et, ayant marché toute une nuit sous la pluie, étaient épuisés. Les forces de l'Union les ont débordés, et les Confédérés ont été contraints de battre en retraite jusqu'au Tennessee. Le major général George G. a largement été tenu responsable de leur défaite. Crittenden qui a été accusé d'être ivre en service pendant le déroulement de la bataille. Les batailles de Middle Creek et Mill Springs ont consolidé le contrôle de l'Union sur l'est du Kentucky et leur ont permis de porter la guerre au Tennessee en février. Là, le 6 février, l'Union a forcé le contingent confédéré à Fort Henry à se rendre face à une combinaison d'actes de violence et de terreur. L'Union a dû capituler face à des actes de violence et à la mauvaise localisation du fort dans la rivière Tennessee, presque submergée par la montée des eaux. La reddition du fort a ouvert la rivière Tennessee aux navires de l'Union au sud de la frontière de l'Alabama. À la suite de la bataille, entre le 6 février et le 12 février, l'Union a mené un certain nombre de raids à l'aide de bateaux blindés pour détruire les navires confédérés et les ponts de chemin de fer le long de la rivière. Le 16 février, le général Ulysses S. Les troupes de Grant ont pris un autre grand fort, le fort Donaldson, sur la rivière. Sur les murs, ils graveraient de manière célèbre les mots « Fort Donaldson » sera désormais marqué en majuscules sur les cartes de notre pays uni. Face à ce renversement apparent de fortune par rapport aux premières manches de la guerre, les États confédérés d'Amérique ont inauguré Jefferson Davis en tant que leur président le 22 février 1862. D'autres succès pour l'Union suivraient le mois prochain. Le 7 mars 1862, plus de 23 000 soldats se sont battus à Pea Ridge dans le Missouri, qui s'est avérée être la bataille la plus décisive de la guerre à l'ouest du fleuve Mississippi. L'Union commandée par le général de brigade Samuel R. Curtis ont marché vers le sud depuis le centre du Missouri, poussant les forces confédérées dans le nord-ouest de l'Arkansas. Les Confédérés ont contre-attaqué, espérant reprendre le nord de l'Arkansas et du Missouri, mais Curtis a repoussé l'attaque le premier jour, puis le lendemain, les a forcés à se retirer malgré la supériorité numérique des Confédérés. La victoire a assuré l'État pour l'Union et leur a permis de défier les forces confédérées en Arkansas. Alors que les combats terrestres ressemblaient à d'innombrables batailles menées des décennies auparavant et à travers le monde, en mer et le long des rivières nord-américaines, les navires de guerre utilisés par l'Union et la Confédération étaient en pleine révolution technologique majeure. Alors que la voile était encore le principal moyen de propulsion, elle était rapidement soutenue par des moteurs à vapeur, qui seraient utilisés pour maintenir un navire mobile, même si les mâts avaient été abattus, ce qui aurait désactivé les navires à voile uniquement. La vapeur signifiait également que les navires pouvaient désormais quitter leur port sans avoir à attendre un vent favorable. Tout aussi révolutionnaire était l'ajout de nouvelles armures et armements sur les navires. Dans les années 1820, les marines ont commencé à utiliser des canons tirant des obus explosifs, au lieu de la boulet de canon conventionnelle. Les dégâts que ceux-ci infligeraient aux navires en bois étaient immenses, incitant les marines du monde entier à commencer à revêtir leurs navires d'une armure en fer, donnant naissance au terme cuirassé. Les Français ont utilisé avec beaucoup d'efficacité des batteries de canons flottantes cuirassées pendant la guerre de Crimée, où elles ont absorbé une quantité considérable de punitions tout en réduisant au silence les shorgums russes, et en 1856, les Français ont lancé le premier navire de guerre cuirassé, la Gloire. Les États-Unis avaient commencé à travailler sur un navire de guerre cuirassé en 1854, mais les travaux étaient constamment retardés. Après la sécession des États confédérés, ils ont commencé à travailler sur la conversion de l'ancien USS Merrimack en un cuirassé et à le renommer le CSS Virginia. L'Union craignait les dégâts que ce navire pourrait causer. Ils ont donc rapidement terminé les travaux sur leur navire et l'ont baptisé le USS Monitor pour contrer le Virginia. Le Monitor ne ressemblait à aucun autre navire de l'époque, ayant une coque qui ne s'étendait pas très loin hors de l'eau, rendant le pont très mouillé par mauvais temps.
La caractéristique la plus marquante du Monitor était qu'il abritait son armement principal, une paire de canons de 280 mm dans une tourelle rotative, ce qui lui offrait un large arc de tir par rapport aux anciennes armes fixes, traditionnellement utilisées sur les navires de guerre. Enfin achevé, l'USS Monitor était prête à entrer dans la mêlée, et le 8 mars 1862, lors de la bataille de Hampton Roads en Virginie, l'équipage du cuirassé de l'Union a appris que son homologue confédéré avait engagé un blocus de l'Union, coulant 2 navires de l'Union et forçant un autre, l'USS Minnesota, à s'échouer. Le lendemain, la Virginie est revenue pour finir le travail, mais à la surprise des Confédérés, l'USS Monitor est apparue et s'est interposée entre la Virginie et le Minnesota échoué. Pour la première fois dans l'histoire, 2 navires de guerre blindés se sont affrontés au combat. Au cours de la bataille, les tourelles du Monitor ont été endommagées et l'USS Monitor a pu s'échapper. L'USS Monitor, endommagé, a dû se contenter de tourner et tirer sur la Virginie quand possible. Après 2 heures de bataille, les 2 navires avaient subi des tirs qui auraient coulé n'importe quel navire 10 ans auparavant. Néanmoins, les combats avaient fait des ravages, le Monitor devenant brièvement hors service, tandis que le capitaine de la Virginie était contraint de reconnaître qu'il n'avait aucune arme pour couler le cuirassé de l'Union. Les 2 parties se sont retirées pour réparer. La bataille entre les cuirassés a marqué un premier événement significatif dans les annales de l'histoire navale, mais ce ne fut pas le dernier, et des efforts étaient en cours dans les États confédérés pour déchaîner une toute nouvelle arme potentiellement invincible sur le champ de bataille. Pendant ce temps, la guerre en mer se poursuivait, les 2 parties s'efforçant de perturber le commerce maritime de l'autre dans le but de nuire à leurs économies, soit en bloquant leurs ports, soit en les traquant avec des navires de guerre armés. De retour sur terre, l'Union a continué son avancée dans le Tennessee. Après leur capture des forts Donaldson et Henry, menant à la bataille de Shiloh le 6 avril, le général confédéré Albert Sidney Johnston, considéré par beaucoup comme l'un des commandants les plus compétents du Sud, avait regroupé une force de plus de 40 000 hommes dans l'ouest du Tennessee afin de faire face aux forces de l'Union sous le commandement du général Grant, qui comptait plus de 60 000 hommes. Johnston a été tué le premier jour de la bataille, chargeant contre les forces de Grant. Il a été touché par une balle derrière son genou droit. L'intensité des tirs rendait la situation incompréhensible. Le général, blessé par balle, a amené certains à penser que lors de la charge contre l'ennemi, il a pu être accidentellement touché par ses propres hommes qui tiraient sur les forces de l'Union. Il serait l'officier confédéré de plus haut rang à mourir dans la guerre. Le lendemain, Grant attaque à nouveau et submerge les Confédérés, les forçant à se retirer, et ce faisant, ouvrant le nord du Mississippi à l'Union. Fin avril, une flotte de l'Union de navires de guerre sous le commandement de l'amiral David Farragut a lancé une série d'attaques sur les forts confédérés, gardant l'embouchure du fleuve Mississippi avant de naviguer dans la ville confédérée de la Nouvelle-Orléans. Là, Farragut a exigé la reddition de la ville, et le 29 avril, lui et 250 Marines de l'Union ont retiré le drapeau de l'État de Louisiane de l'hôtel de ville. Le 2 mai, la Nouvelle-Orléans a été déclarée récupérée par l'Union. En Virginie, les Confédérés ont connu un succès contre l'Union lorsque le général confédéré Stonewall Jackson a capturé une garnison de l'Union et leur approvisionnement lors de la bataille de Front Royal le 23 mai. 2 jours après, les troupes de Jackson ont affronté une force de l'Union plus petite, dirigée par le major général Nathaniel Banks, à la première bataille de Winchester, les poussant à se replier vers le Maryland, de l'autre côté de la rivière Potomac, avec Jackson à leur trousse. Le 31 mai, le général confédéré Joseph U. Johnston a tenté de submerger 2 Union. Après la fin de la bataille, les 2 côtés ont déclaré la victoire, bien qu'en réalité, ce fut un résultat indécis qui a coûté la vie à près de 1 800 hommes. La bataille pour le contrôle du vital fleuve Mississippi a vu un autre succès de l'Union, lorsque le 6 juin, lors de la bataille de Memphis, une flottille de l'Union sous le commandement du commodore Charles Davis a réussi à vaincre une flottille confédérée, forçant Memphis à se rendre. Par conséquent, le Mississippi est passé presque entièrement sous le contrôle de l'Union, à l'exception de son cours vers l'ouest, en direction de la ville de Vicksburg, le dernier bastion sudiste sur le grand fleuve. Entre le 25 juin et le 1er juillet 1862, le général confédéré Robert E. L'armée de Lee, sous le commandement du général George McClellan,
a attaqué l'armée de l'Union du Potomac en Virginie, dans une succession de batailles connues sous le nom de « Bataille des 7 jours ». Ces actions se sont terminées avec l'armée de l'Union se repliant vers la sécurité relative de la rivière James, ayant subi près de 16 000 pertes, tandis que la force de Lee avait perdu 20 000 hommes. Lee était convaincu que cette force ne représentait plus une menace pour la capitale confédérée de Richmond et a déplacé ses forces plus au nord pour mettre la pression sur les forces de l'Union. L'armée de Lee a été envoyée à Richmond, la capitale confédérée, près de la frontière Virginie-Maryland. De retour sur le fleuve Mississippi, l'amiral de l'Union Farragut a mené des attaques sur les batteries côtières défendant Vicksburg, Mississippi, mais avec peu de succès, et l'arrivée d'un seul cuirassé confédéré de fortune a forcé sa flottille de 38 navires à se retirer. Le 17 juillet, les forces de l'Union qui se battaient pour la liberté des esclaves en Amérique ont finalement approuvé l'inscription des troupes noires pour prendre les armes en tant que partie des milices de l'Union. En août, les forces de l'Union en Virginie du Nord, sous le commandement du général John Pope, qui avait récemment été transféré du théâtre de l'Ouest, opéraient en poche dispersée et faisaient face aux forces du général Lee, marchant vers le nord. Le 9 août, les deux camps se sont affrontés sans décision à Cedar Mountain, et sporadiquement tout au long du mois, jusqu'à ce que Lee envoie la force vétéran de Stonewall Jackson dans une marche brutale de 50 miles autour de la position de l'Union pour les déborder. Jackson a capturé le dépôt de ravitaillement de Pope, permettant aux forces confédérées de le faire. Les troupes ont fait un festin sauvage avant de détruire ce qui restait. Les hommes de Jackson ont attaqué une colonne de soldats de l'Union à la ferme de Browner lors d'un combat brutal. Alarmé par cela, Pope a envoyé une force pour détruire les hommes de Jackson avant qu'ils ne puissent être renforcés. Incroyablement, les deux camps se sont affrontés près de l'endroit de la bataille de Bull Run, près d'un an auparavant. Durant 2 jours, les unités ennemies s'affrontèrent. Malheureusement pour l'Union, les troupes de Jackson ont résisté assez longtemps pour riposter. Sous le couvert de l'obscurité, l'armée de l'Union vaincue s'est retirée à travers Bull Run, en direction de la sécurité de Washington et de ses défenses. Cette victoire confédérée a ouvert la voie à la première invasion du Nord par le Sud. Pour la cause confédérée, le timing n'aurait pas pu être meilleur. Le président Lincoln avait à présent formulé la proclamation d'émancipation, qui libérerait tous les esclaves dans les soi-disant États rebelles dès qu'ils reviendraient sous le contrôle de l'Union. Il ne restait plus qu'à la mettre en œuvre. Cependant, après la victoire de Lee, les conseillers de Lincoln l'ont mis en garde contre sa mise en œuvre. Encore plus problématique pour le président était une prochaine élection à mi-mandat, et il avait besoin d'un renversement de fortune rapidement pour sécuriser sa position et faire respecter la proclamation. Conscient de tout cela, Lee a présenté l'ordre spécial 191 le 9 septembre, qui décrivait son plan pour attaquer les forces de l'Union dans le Maryland et le nord de la Virginie, en divisant sa force en 2. Cependant, 2 soldats de l'Union sont tombés sur une copie scellée de ces ordres et l'ont remise à leur commandant, qui l'a transmise au général McClellan. Connaissant le plan de Lee, les forces de McClellan ont opposé une résistance farouche aux Confédérés le 14 septembre à Sharpsburg, poussant Lee à ordonner à ses forces de se regrouper près du ruisseau Antietam. Ce qui a suivi a été un bain de sang. Les troupes de l'Union ont attaqué le flanc gauche de Lee après que le brouillard épais se soit levé le matin. Les Confédérés, fatigués et affamés, ont livré un combat vaillant mais ont été submergés, avec 15 000 victimes des deux côtés en seulement 8 heures. À la tombée de la nuit, ce nombre était passé à 23 000, dont 3 650 morts, ce qui en faisait le jour le plus sanglant de la guerre civile jusqu'à présent, et le lendemain, Lee ordonna à ses confédérés ensanglantés de se retirer vers le sud en direction de la Virginie, s'attendant à ce que McClellan suive. Cependant, McClellan est resté dans le Maryland, à la grande déception de Lincoln, qui estimait que le général avait manqué une occasion de porter un coup crucial contre les Confédérés. Néanmoins, Lincoln avait sa victoire, et le 22 septembre, la proclamation d'émancipation a été émise initialement. Frustré par la décision de McClellan, Lincoln l'a remplacé en tant que commandant de l'armée du Potomac par le général Ambrose Burnside, qui a été poussé par Lincoln à adopter une position plus agressive contre les forces de Lee. Burnside a accepté à contre-cœur le commandement et a organisé une force de 120 000 hommes pour lancer une attaque à 2 volets contre Lee à Fredericksburg, dans l'est de la Virginie. Lee n'avait que 80 000 hommes sous son commandement lorsque Burnside a attaqué, mais les Confédérés étaient bien préparés et ont fait bon usage de leur position défensive sur les hauteurs.
La force de Burnside a par la suite été vaincue suite à la plus grande bataille de la guerre, qui a à la fois revigoré les Confédérés et dévasté le moral de l'Union. C'était une triste fin d'année. Alors que la guerre entrait dans sa deuxième année, les deux camps étaient ébranlés par les douleurs du conflit. En infériorité numérique face à l'Union, les Confédérés avaient instauré un service militaire obligatoire pour maintenir leurs effectifs. C'était surtout la qualité de leur leadership militaire qui leur avait permis de ne pas être submergés. Maintenant, ayant vu leurs propres effectifs saigner par bataille après bataille, l'Union a introduit la conscription militaire. Cependant, les critères pour déterminer qui devrait être appelé n'étaient pas populaires, car ils semblaient se concentrer sur les pauvres et les moins qualifiés, dont beaucoup avaient déjà du mal à gagner leur vie. Ils étaient maintenant arrachés à leur famille, qui devaient trouver un moyen de se débrouiller sans eux, et cela commença à inspirer du ressentiment envers la cause de l'Union et envers les communautés noires nouvellement émancipées, au nom desquelles la guerre était menée. Le mois suivant, sur les fronts est et ouest de la guerre, l'Union a continué l'offensive, instaurant une nouvelle campagne en Virginie contre l'armée du général Lee, toujours campée à Fredericksburg. À l'ouest, l'armée de l'Union s'est déplacée pour encercler Vicksburg, Mississippi, dans le but de prendre le dernier bastion confédéré sur le fleuve Mississippi. Le 30 avril, Lee, avec 60 000 hommes, a découvert 80 000 troupes ennemies placées derrière lui, grâce à une marche brillamment exécutée et une traversée de la rivière par le major général de l'Union Joseph Hooker. Hooker a proclamé que Lee pouvait soit voler glorieusement ou donner bataille sur notre terrain, mais ce serait finalement Hooker qui coûterait à l'Union leur victoire. Il avait été déconcerté par une série de contre-attaques vives menées par l'arrière-garde confédérée et avait gaspillé son avantage en s'arrêtant pour ériger des défenses contre eux, malgré sa supériorité numérique. Lee, aux côtés de Stonewall Jackson, a donc eu le temps de planifier et d'exécuter leurs propres manœuvres de flanc dans les jours suivants. Le 6 mai, Hooker a été contraint de se retirer, ayant perdu 17 278 victimes contre 12 826 pour Lee. C'était cependant une victoire creuse pour les Confédérés, car pendant les combats, Jackson a été tué par des troupes confédérées qui l'ont pris, lui et son groupe, pour une force de l'Union. Lee n'a pas perdu de temps pour profiter de sa victoire et a rassemblé ses hommes pour charger vers le nord, en Pennsylvanie, mais il savait aussi que ses forces étaient en mauvais état. La nourriture, les munitions et les chevaux pour transporter son armée étaient tous en pénurie, et il comptait sur la capture de ce dont il avait besoin chez l'ennemi au fur et à mesure de sa progression. Conscient de l'avancée de Lee, le général Hooker a lancé une attaque de cavalerie contre les Confédérés à Brandy Station. Les Confédérés ont opposé une résistance farouche, et la cavalerie de l'Union s'est divisée pour attaquer de deux côtés différents. Mais grâce à une excellente redistribution de ses hommes, le général confédéré J.E.B. Stuart a réussi à repousser la cavalerie de l'Union. Il a ensuite réussi à sauver la ville, et son armée s'est retirée plus tard dans la journée. Presque une semaine plus tard, lors de la bataille de 2e Winchester, les troupes confédérées, sous le général Richard Ewell, ont vaincu les forces de l'Union du général Robert Milroy, sécurisant la vallée de Shenandoah. Au cours du mois suivant, les Confédérés ont traversé York et ont atteint le pont sur la rivière Susquehanna, à Columbia, pour découvrir que la milice de l'Union l'avait brûlé, ralentissant sérieusement leur avancée. À Washington, D.C., on craignait que les Confédérés n'atteignent finalement la ville. Et donc Lincoln, ayant une fois de plus perdu confiance en l'un de ses commandants, cette fois le général Hooker, l'a remplacé par le major général George Gordon Meade. Meade a immédiatement levé une force pour poursuivre l'armée de Lee, qui était maintenant en Pennsylvanie et approchait la ville de Gettysburg. À leur arrivée, les Confédérés ont découvert qu'une petite force de l'Union était déjà arrivée, et ceux-ci ont rapidement été poussés à la retraite le 1er juillet. Cependant, ce sont maintenant les Confédérés qui n'ont pas su capitaliser sur ce gain précoce et ne les ont pas poursuivis, leur permettant de fusionner avec les renforts de l'Union et de renforcer leur ligne de défense sur Cemetery Hill. Le lendemain, Lee a ordonné une attaque contre les troupes de l'Union qui s'enterrèrent devant lui. Cependant, l'attaque était mal organisée, et les troupes confédérées ont mis des heures à engager l'ennemi. Les Confédérés ont fait quelques progrès, mais ont été arrêtés à la tombée de la nuit après des combats particulièrement brutaux. Le lendemain, l'Union a lancé une contre-attaque tandis que Lee, qui croyait à tort que ses forces étaient sur le point de vaincre l'Union, a ignoré les conseils de ses subordonnés et a ordonné une attaque à travers un champ ouvert qu'il croyait lui assurer la victoire. Les troupes de l'Union étaient au contraire bien équipées, retranchées et protégées par des murs de pierre, et elles ont abattu les hommes confédérés.
Se rendant compte de son erreur, Lee s'est rapidement efforcé de réorganiser ses hommes en une ligne de défense. Il s'attendait à une attaque de l'Union le 4 juillet qui n'est jamais arrivée. Sous la protection de l'obscurité et des fortes pluies, sous la couverture des troupes de l'Union, il a ordonné à ses hommes de se retirer. Les pertes de l'Union dans la bataille s'élevaient à 23 000, tandis que les Confédérés avaient perdu environ 28 000 hommes, soit plus d'un tiers de l'armée de Lee. En termes de dette de guerre, Gettysburg a été la bataille la plus sanglante de toute la guerre civile. Comme si les choses n'étaient pas assez mauvaises pour les Confédérés, alors que Lee se retirait de Gettysburg, les forces de l'Union sous le général Ulysses S. Grant ont accepté la reddition de la garnison confédérée à Vicksburg, sécurisant ainsi le fleuve Mississippi pour l'Union et privant les États confédérés à l'ouest d'une ligne d'approvisionnement vitale. De telles défaites signifiaient que tous les espoirs de reconnaissance étrangère de la Confédération étaient anéantis, et une fois de plus, il y avait dans l'air le sentiment que la Confédération finirait par tomber face à l'Union. Une semaine après la chute de Vicksburg, les forces navales et terrestres de l'Union ont attaqué les défenses confédérées près de Charleston, en Caroline du Sud. Parmi les troupes de l'Union engagées pour capturer la ville se trouvait le 54e Massachusetts, l'infanterie de couleur, le premier régiment de volontaires afro-américains à voir le combat. La première action de combat du régiment a eu lieu lors d'une escarmouche avec les troupes confédérées sur l'île James, en Caroline du Sud, le 16 juillet, au cours de laquelle le régiment a stoppé une attaque confédérée. Leur arrivée a été source de curiosité et d'espoir pour la communauté noire locale, mais malheureusement, ce jalon a été entaché de violence à New York. Une série d'émeutes a éclaté sur les paramètres du projet de loi et la guerre elle-même, avec des violences commises contre les églises noires et leurs congrégations au cours de 3 jours. Le 18 juillet, le 54e a aidé à mener un assaut sur Battery Wagner, mais au prix de leur commandant, le colonel Robert Gould Shaw, qui a été tué puis enterré avec les morts de son régiment. En contraste avec les batailles et les méthodes militaires modernes qui caractérisaient les combats dans la guerre civile, les combats le long de la frontière Kansas-Missouri prenaient plus souvent la forme d'une guerre de guérilla sanglante et brutale. Pour beaucoup de ceux impliqués, c'était l'occasion de renouveler les combats qui ont eu lieu pendant l'affaire du Kansas sanglant et même de se venger. Les passions submergeaient souvent les combattants, et cela a été typifié par le bain de sang qui a eu lieu à Lawrence, Kansas, le 21 août 1863. Environ 450 soldats confédérés, sous le commandement de William Clark Quantrill, ont attaqué un campement de l'Union en périphérie de la ville, les forçant à procéder à un désarmement et une retraite désordonnée, qui verrait leur rang se diviser en deux. Un groupe de soldats de l'Union, majoritairement volontaires noirs, a fui vers une rivière proche pour la traverser avant d'être poursuivi par les combattants confédérés. Néanmoins, des témoins des hommes de Quantrill ont affirmé que personne n'a réussi à traverser. Les autres soldats de l'Union se sont repliés dans la ville. Quantrill a suivi et a ordonné à ses hommes de tirer sur toutes les troupes de l'Union ou les sympathisants qu'ils rencontraient, mais de laisser les femmes et les enfants. Cependant, Lawrence était une ville unique. Elle avait été le théâtre d'un saccage brutal lors de l'affaire du Kansas sanglant et était le domicile d'un sénateur de l'Union, le général James Lane. Dans une orgie de meurtres et de destruction, 175 hommes et garçons ont été tués, tandis que de nombreuses maisons ont été détruites. La maison de Lane a été saccagée, et de nombreux trophées que Lane avait pris du Sud ont été récupérés. Mais Lane lui-même n'était pas là. Ce massacre a outragé l'Union, et Lane l'a ressenti personnellement. Il s'est vengé en démolissant les maisons des hommes du Sud et en tuant souvent leurs propriétaires. À l'est du Kansas, au Tennessee, les forces de l'Union ont capturé Knoxville et la ville ferroviaire vitale de Chattanooga, par laquelle passait environ 50% de l'armement confédéré, ce qui les a mis en position de frapper vers le sud en Géorgie. Conscients de cela, les Confédérés ont essayé de les contenir là-bas, en assiégeant la ville et sa force d'occupation. Grant a finalement pris le commandement là-bas et a organisé une campagne pour soulager la ville assiégée. Le 23 novembre, il a dirigé les troupes de l'Union, envoyant des troupes pour renforcer la ville puis frapper les lignes confédérées, les brisant et mettant en déroute les troupes du Sud. Avec Gettysburg, c'était une victoire clé qui a commencé à tourner la guerre en faveur de l'Union. Alors que le siège était toujours en cours, en Virginie, le général Lee a tenté de contourner le général Meade et de le forcer à la bataille. Cependant, cela a échoué et a entraîné une escarmouche à la gare de Bristow le 14 octobre. Fin du mois suivant, l'armée du Potomac de Meade a marché contre l'armée de Lee, au sud de la rivière Rapidan. Lee a rapidement répondu en établissant une ligne de défense le long des rives du ruisseau Mine Run.
Et après plusieurs jours d'exploration de ces nouvelles défenses, Meade s'est retiré au nord du Rapidan pour entrer dans ses quartiers d'hiver, mettant plus ou moins fin aux grands engagements militaires dans les États pour le reste de l'année. Les troupes confédérées sous le général James Longstreet ont plutôt assiégé la ville de Knoxville, tenue par les forces de l'Union sous le général Ambrose Burnside. À partir du 27 novembre, Longstreet a attaqué le 30 novembre, subissant de lourdes pertes après avoir été repoussé. Des renforts de l'Union sont arrivés au début de décembre, le forçant à se retirer à Greenville où son armée a passé l'hiver. Alors que l'année touchait à sa fin, le président Lincoln a émis une proclamation controversée, selon laquelle tout soldat confédéré qui accepterait de cesser de se battre et de prêter allégeance à l'Union serait gracié. Il espérait que cela inspirerait des défections massives du Sud et accélérerait la fin de la guerre. Mais malgré tous leurs revers, la Confédération était loin d'être terminée. L'arrivée de la nouvelle année a apporté à Lincoln la perspective d'élections vers la fin de l'année. Le pays a peut-être été impliqué dans une guerre civile amère, mais la démocratie n'a pas été suspendue. Alors que le conflit semblait tourner en faveur de l'Union, la Confédération continuait de piller les navires de l'Union, utilisant souvent des méthodes subversives pour ce faire, et cela nuisait à la réputation de l'Union. Lincoln avait besoin de bonnes nouvelles de la guerre pour maintenir le moral et empêcher que les frustrations ne soient dirigées contre lui et son parti, s'il voulait avoir une chance de mener une campagne électorale réussie. Heureusement, il n'a pas eu à attendre longtemps pour qu'une histoire inspirante arrive. Car le 9 février, après des semaines de creusement d'un tunnel, 109 officiers de l'Union détenus dans la tristement célèbre prison de Libye ont tenté leur chance pour la liberté, dans ce qui s'avérera être la plus grande et la plus sensationnelle évasion de la guerre. La Confédération a lancé une chasse à l'homme massive pour retrouver les évadés, finissant par en recapturer 48 et les ramenant à leur incarcération. 2 évadés se noieront plus tard en fuyant leurs poursuivants, mais 59 ont réussi à retourner dans les lignes de l'Union. Moins d'une semaine après, les forces de l'Union commandées par le général William T. Sherman, après un mois d'avancée à travers le centre du Mississippi, sont entrées dans la ville de Meridian et l'ont sécurisée pour l'Union. La capture de la ville a porté un coup massif aux efforts de guerre des Confédérés, étant l'une des plus industrieuses de la Confédération. La perte de matériel de guerre, produit et distribué via la ville, a sévèrement entravé la capacité des dirigeants confédérés à soutenir leurs armées dans le profond sud et à l'ouest du fleuve Mississippi. Le 17 février 1864, l'USS Housatonic, un navire de guerre de l'Union de 1200 tonnes, faisait respecter un blocus contre Charleston, en Caroline du Sud, lorsque des guetteurs ont repéré un objet étrange partiellement immergé sous la surface de l'eau, s'approchant du côté de leur navire vers 20h45. Ils ont alors réalisé qu'ils étaient attaqués par un navire ennemi submergé et ont essayé de diriger leurs canons vers lui, mais en vain. Et peu de temps après, le navire a été secoué par une explosion. Juste 5 minutes plus tard, le navire de 1200 tonnes a coulé, et en faisant ainsi est devenu le premier navire de l'histoire à être coulé par un sous-marin ennemi. Le sous-marin impliqué était le H.L. Hunley, construit en Alabama, et était le dernier d'une série d'efforts américains et ensuite confédérés pour produire un sous-marin fiable. Le courage du commandant du sous-marin, le lieutenant George E. Dixon, et de son équipage de 7 hommes à bord ne peut être surestimé, car la Confédération avait perdu 21 hommes lors des tests précédents du sous-marin, pendant lesquels il a coulé à plusieurs reprises et a dû être relevé et réparé pour continuer le processus. L'attaque contre le Housatonic n'était pas en réalité la première tentative confédérée de couler un navire de guerre de l'Union avec un sous-marin, puisqu'un autre sous-marin confédéré, nommé David, avait lancé une attaque infructueuse contre le blocus de Charleston, le 5 octobre de l'année précédente. Mais alors que leur courage a été récompensé par une attaque réussie, Dixon et ses hommes ne retourneraient pas à leur base, l'épave du H.L. Hunley ayant été découverte près de l'épave du Housatonic à la fin de la guerre. Il faudrait de nombreuses décennies pour que la guerre sous-marine soit perfectionnée au niveau mortel et efficace de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, mais tout a commencé ici, avec le H.L. Hunley et le Housatonic. Le 2 mars 1864, le général de l'Union Grant a été promu au rang de lieutenant général et est devenu commandant de toutes les forces de l'Union sur le terrain. La majorité des leaders de l'Union pensaient que la Confédération était quasiment finie. Cependant, il y avait des préoccupations concernant des rapports de déploiement d'environ 25 000 troupes françaises au Mexique.
On craignait que les Confédérés ne concluent un accord secret avec les Français et que ces troupes n'entrent en guerre du côté confédéré. Cependant, aucun accord de ce genre n'a émergé. Plusieurs commandants de l'Union estimaient qu'il fallait maintenant était de forcer les soldats confédérés à combattre, où ils utiliseraient leurs réserves restantes et seraient submergés par le nombre supérieur des forces de l'Union. Grant souhaitait encercler les principales armées confédérées en s'emparant de Mobile en Alabama, puis en épuisant le reste du pays jusqu'à leur reddition. Néanmoins, le général de l'Union Henry W. Halleck a plutôt proposé une campagne militaire le long de la rivière Rouge, impliquant à la fois des unités de l'armée et de la marine. La campagne avait 4 objectifs. D'abord, anéantir l'armée confédérée du général Taylor. Deuxièmement, capturer Shreveport en Louisiane et sécuriser le Red River vers le nord, permettant à l'Union d'occuper l'est du Texas. Troisièmement, confisquer jusqu'à 100 000 balles de coton des plantations le long du Red River, nuisant davantage à l'économie des Confédérés. Enfin, les forces de l'Union organiseraient alors des gouvernements d'État pro-Union dans les régions capturées. La campagne a commencé le 10 mars lorsqu'une force combinée composée d'unités de l'armée et de la marine a avancé le long de la rivière à travers la Louisiane. Le 14 mars, ils ont capturé le fort de Russie où ils ont saisi les Confédérés, seul grand canon de calibre dans la région. La marine, quant à elle, a réussi à briser un radeau géant placé à travers la rivière pour bloquer leur avance. Et face à ces 2 événements, le général confédéré Taylor s'est retiré, cédant effectivement le sud et le centre de la Louisiane à l'Union. Cependant, dans les jours suivants, la force de l'Union a commencé à perdre sa cohésion, certaines unités arrivant en retard dans leur zone désignée, ce qui a parfois conduit à des éclats de colère parmi les commandants. Le major général Nathaniel P. commandait l'armée de l'Union. Banks, qui était ambitieux et bien connecté, ce qui lui a principalement permis d'obtenir son grade, car avant la guerre, il n'avait aucune formation militaire formelle. En 1864, il avait fermement l'intention de défier Lincoln pour la présidence, et une grande victoire militaire contribuerait grandement à atteindre cet objectif. Durant le reste de mars, l'Union a poursuivi l'avancée, traquant les forces en retraite de Taylor. Le 8 avril, Taylor a décidé qu'il était temps de faire face et a choisi Mansfield comme le lieu où il affronterait Banks. Taylor a concentré ses forces à Sabine Crossroads, sachant que des renforts étaient à proximité, tandis que la force de Banks n'était pas encore entièrement rassemblée. D'après les rapports, de nombreux renforts confédérés étaient des prisonniers texans, libérés sous parole pour soutenir Taylor. Dans la bataille qui a suivi, la ligne de front de Banks s'est effondrée, et les Confédérés se sont retrouvés à poursuivre l'Union avant que les hommes de Banks n'organisent une nouvelle ligne de défense et réussissent à les arrêter. Sur le fleuve, l'amiral David Dixon Porter a retiré la marine de l'Union, craignant l'absence de soutien terrestre suite à la retraite de Banks. Les commandants au sein des forces de l'Union se retrouvaient constamment en désaccord les uns avec les autres à cause d'une combinaison de frustration et d'ego, et cela entravait sérieusement leur capacité à fonctionner de manière cohérente. C'était un obstacle partagé par les 2 côtés, puisque Taylor était tout aussi frustré par le manque de soutien d'un autre général confédéré, à savoir Kirby Smith. Entre-temps, la flotte de Porter était immobilisée par des barrages sur la rivière, focalisant l'attention de Porter et de Banks dans leur tentative de percer. Après une bataille presque sans effusion de sang le 16 mai à Mansoura, les 2 camps se sont à nouveau affrontés au Yellow Bayou. Le 18 mai, l'Union a attaqué les Confédérés pour tenter de bloquer leur avancée. Les troupes de l'Union ont réussi à repousser les Confédérés, seulement pour les voir contre-attaquer à nouveau. Les 2 côtés ont avancé et reculé plusieurs fois jusqu'à ce que la zone autour d'eux prenne feu, forçant une cessation des hostilités. La bataille a marqué la fin de la campagne de la Rivière Rouge, mais elle a permis à l'Union de gagner du temps pour organiser une retraite plutôt que de perdre une armée entière. Pour Banks, cela a marqué la fin de sa carrière militaire, et le stigmate de la défaite l'a poursuivi alors qu'il essayait de retrouver ses aspirations politiques. Ailleurs, les Confédérés ont connu d'autres succès, notamment la capture du Fort Pillow dans le Tennessee le 12 avril. La cavalerie confédérée sous Nathan Bedford Forrest a attaqué et submergé la base de garnison de l'Union, parmi lesquels se trouvait un certain nombre de volontaires noirs. Les soldats confédérés ont ensuite procédé à l'assassinat de chacun d'entre eux, même s'ils s'étaient rendus. En mai 1864, le général confédéré Lee avait établi une série impressionnante de défenses le long de son côté de la rivière Rapidan en Virginie, visant à retenir les forces de Grant de l'autre côté, qui étaient 2 fois plus nombreuses que celles de Lee. Grant a conçu une grande campagne contre les forces de Lee, qui aurait 3 objectifs principaux.
Premièrement, les forces de Grant traverseraient la rivière Rapidan en aval des défenses de Lee, puis se dirigeraient vers la position confédérée. En conjonction avec cette attaque, une autre armée de l'Union, commandée par le major général Benjamin F. Butler, devait avancer le long de la rivière James pour capturer la capitale confédérée de Richmond et encercler la position de Lee. Une troisième force de l'Union, sous le commandement du major général Fran Seagal, devait se frayer un chemin vers le sud à travers la vallée de Shenandoah pour défier le flanc gauche de Lee et perturber ses lignes d'approvisionnement. Ainsi, Lee se retrouverait privé de ravitaillement et pris dans un piège à 3 branches, dans lequel son armée serait saignée à mort. La campagne a commencé le 4 mai, mais le 5 mai, Lee a fait l'inattendu. Et au lieu de se battre défensivement contre l'armée de Grant, il a plutôt lancé une attaque sur la force qui avait traversé le Rapidan, conduisant à la soi-disant bataille de la Wilderness. Se déplaçant à travers une forêt dense et des sous-bois, les deux côtés ont été largement refusés. Leur utilisation de canons, le combat était rapproché et brutal. Le 7 mai, Grant avait décidé de se retirer vers le sud-est, ayant repoussé plusieurs attaques confédérées afin de positionner sa force entre Lee et Richmond. Le lendemain, les troupes de l'Union ont lancé une attaque infructueuse sur les troupes confédérées à Laurel Hill, déclenchant la longue bataille de Spotsylvania. Le 10 mai, Grant a commencé une série d'attaques contre les lignes défensives confédérées, culminant dans une attaque de 15 000 hommes sur la position confédérée connue sous le nom de Muleshoe le 12 mai. L'attaque a initialement réussi, mais la direction confédérée s'est ralliée et a finalement repoussé cette incursion. Les troupes de l'Union ont ensuite frappé sur le bord ouest du Muleshoe, qui serait rappelé par la suite comme l'angle sanglant, car il impliquerait presque 24 heures de combat acharné au corps à corps. Lançant une dernière attaque le 18 mai, l'Union n'avait de nouveau rien à montrer pour leurs efforts. Le lendemain, les Confédérés ont lancé une mission de reconnaissance sous le commandement du lieutenant-général Richard S. Ewell en direction de la ferme Harris. Mais cette fois, ce sont eux qui ont souffert aux mains des défenseurs de l'Union, et la force a été repoussée. Le 21 mai, Grant a décidé de se retirer une fois de plus vers le sud-est et de se préparer pour le prochain grand engagement. À partir du 23 mai, les deux camps ont mené une série d'engagements à plus petite échelle le long de la rivière North Anna. Les troupes de Grant ont établi une tête de pont et capturé le pont de Chesterfield. Pour contrer la supériorité numérique des forces de l'Union, Lee a conçu un plan pour construire des fortifications de terre en forme de V qui forceraient l'armée de l'Union à se diviser en deux. Le plan semblait fonctionner initialement, mais malheureusement les Confédérés n'ont pas pu tirer le meilleur parti de cet avantage, car Lee a été frappé d'une maladie intestinale qui l'a incapacité, nuisant à la capacité de la direction confédérée à fonctionner efficacement. La bataille subséquente fut indécise, et Grant se déplaça encore une fois, cette fois-ci vers Cold Harbor. Le 31 mai, alors que l'armée de Grant contournait une fois de plus le flanc droit de Lee, la cavalerie de l'Union s'empara du carrefour de Old Cold Harbor, à environ 16 km, au nord-est de la capitale confédérée de Richmond. L'armée confédérée a tenté de reprendre le carrefour, mais la résistance acharnée de l'Union a fait qu'ils ont tenu bon jusqu'à l'arrivée des renforts. Le soir du 1er juin, de nouvelles troupes de l'Union ont attaqué les ouvrages confédérés à l'ouest du carrefour avec un certain succès. Le lendemain, le reste des deux armées s'est rassemblé pour se faire face, les confédérés construisant encore plus de fortifications et de positions défensives qui ont finalement atteint une longueur de 7 miles. 3 corps de troupes de l'Union ont attaqué les confédérés à l'extrémité sud de la ligne, mais ont été facilement repoussés avec de lourdes pertes. Les tentatives d'assaut sur les extrémités nord et sud de la ligne ont échoué. Grant a dit de la bataille dans ses mémoires personnelles, je cite, « J'ai toujours regretté que la dernière attaque à Cold Harbor ait jamais été faite. Aucun avantage quelconque n'a été obtenu pour compenser la lourde perte que nous avons subie. Les deux armées se sont battues avec acharnement au cours des jours suivants le long de la ligne de défense établie par Lee, jusqu'à ce que, dans la nuit du 12 janvier, Grant ait de nouveau déplacé ses hommes, les faisant marcher jusqu'à la rivière James. C'était une victoire défensive impressionnante pour Lee, mais dans un cruel retournement de situation, malgré ses victoires contre Grant dans la campagne d'Overland, ses propres pertes étaient si proportionnellement élevées par rapport à celles de l'Union que la campagne était en quelque sorte une défaite pour la Confédération. Après la bataille indécise de l'église Sainte-Marie le 24 juin, Lee s'est retrouvé à reculer vers la ville de Petersburg, une ville de soutien vital à Richmond, que le général confédéré savait pouvoir être détruite. C'était une bataille que l'Union ne pouvait pas perdre. Là,
Lee a de nouveau construit une série de défenses extrêmement complexes, y compris des tranchées destinées à empêcher les forces de Grant d'entrer dans les limites de la ville. Au cours des mois suivants, Grant tenterait à plusieurs reprises de percer ses défenses avec peu de succès, et craignant une contre-attaque confédérée, les armées de l'Union ont construit leur propre ligne de défense, fortifications et tranchées, afin de contenir les confédérés dans la ville. C'était le début du siège de Petersburg, et cela durerait jusqu'à l'année suivante. La nature souvent statique de la guerre des tranchées constituait une sorte de sombre présage de ce qui allait se passer un demi-siècle plus tard en Europe. Le 8 juin, Lincoln a reçu la nomination de son parti pour la présidence lors des prochaines élections. 2 jours plus tard, une force confédérée a mis en déroute les troupes de l'Union numériquement supérieures à la bataille de Bryce's Crossroads dans le Mississippi, puis la guerre est soudainement arrivée à la porte de Lincoln, de manière stupéfiante. Après avoir vaincu les forces de l'Union à la bataille de Monocacy dans le Maryland central, le 9 juillet, le major général confédéré Jubal Anderson Early a exploité son avantage et s'est dirigé vers le sud en direction de la capitale de l'Union, Washington, District of Columbia, avec l'intention de la piler, espérant que cela démoraliserait sérieusement le côté de l'Union et redynamiserait la Confédération. Le 11 juillet, la force épuisée d'Early a atteint la périphérie de Washington, près de Silver Spring, et il a commencé à sonder les fortifications de la ville à la recherche de faiblesses. À l'époque, la ville était principalement défendue par une milice composée de vieillards et même de soldats se remettant de blessures subies lors de la bataille. Mais pendant la nuit, des renforts de l'Union de l'armée de Grant assiégeant Petersburg ont été rapidement redéployés dans des transports de troupes pour renforcer les défenses de la ville. Le 12 juillet, Early a attaqué Fort Stevens, l'une des positions de la ligne de défense de l'Union au nord de la ville, mais ces hommes ont été repoussés par les troupes vétérans nouvellement arrivées de Grant. Dans l'après-midi, les troupes de l'Union ont contre-attaqué et repoussé les raiders confédérés de leur position devant Fort Stevens, une action personnellement observée par Lincoln, qui a regardé depuis les forts et a été directement visé par un tireur d'élite confédéré. Se rendant compte qu'il avait perdu sa fenêtre pour prendre la ville suite à l'arrivée des hommes de Grant, Early s'est retiré vers le Pontmac. Il aurait dit à l'un de ses officiers d'état-major par la suite « Nous n'avons pas pris Washington, mais nous avons sacrément effrayé Abe Lincoln. » Alors que Lee et Grant se battaient en Virginie, l'Union menait également une autre campagne vers le sud, avec pour objectif de capturer la ville d'Atlanta en Géorgie. Le major général de l'Union, William Sherman, a envahi la Géorgie depuis Chattanooga, Tennessee, provoquant le retrait des forces confédérées en mai 1864. Les forces de Sherman ont poursuivi les confédérés qui ont livré un combat acharné pour tenter de retenir les troupes de l'Union tout au long de l'été dans une série d'escarmouches et de batailles. Cependant, les forces de l'Union ont continué à avancer, et le 1er septembre, les troupes confédérées stationnées à Atlanta sous le général John Hood ont été contraintes d'abandonner la ville, permettant à Sherman d'y entrer et de la prendre. C'était un autre coup dévastateur pour les confédérés qui ont maintenant combattu les troupes de l'Union, défendant leur prix jusqu'en novembre, lorsque Sherman a entrepris sa célèbre marche vers la mer le 15 novembre. Avant que les troupes de l'Union ne quittent Atlanta, cependant, Sherman leur a fait détruire toute industrie dans la ville qui contribuait à l'effort de guerre confédéré. Après avoir quitté Atlanta, Sherman et environ 60 000 de ses soldats se sont dirigés vers Savannah, en Géorgie, avec l'intention d'effrayer la population civile de l'État pour qu'elle abandonne la cause confédérée. Les troupes de Sherman n'ont détruit aucune des villes sur leur passage, espérant que cela faciliterait le passage des populations à l'Union plutôt que de présenter ces hommes comme de simples pillards de l'Union. Néanmoins, les maisons de ceux qui résistaient quand ils rencontraient de la résistance étaient détruites, envoyant un message clair à la population que si vous résistiez, vous seriez punis. Le 10 décembre, l'armée de Sherman est arrivée à Savannah, achevant la marche vers la mer, n'ayant rencontré que des poches sporadiques de milices pour s'opposer à eux. À Savannah, ces troupes ont pris le fort McAllister, forçant les défenseurs confédérés à évacuer la ville. Le général John Bell, ayant abandonné Atlanta, a visé les lignes d'approvisionnement de Sherman au nord, espérant ainsi forcer le retrait du général de l'Union. Au lieu de cela, Sherman a laissé les forces de l'Union au Tennessee pour faire face aux menaces, ce qui a conduit à la bataille de Nashville, un engagement de 2 jours commençant le 15 décembre 1864, avec la force du major général de l'Union, George H. Thomas. Dans l'une des plus grandes victoires remportées par l'armée de l'Union pendant la guerre, Thomas a attaqué et mis en déroute l'armée de Hood, la détruisant en grande partie et mettant fin à la menace confédérée pour le Tennessee.
La fin de l'année a apporté avec elle la campagne électorale pour Lincoln. Afin de recueillir le soutien des soi-disant démocrates de guerre, membres du Parti démocrate qui soutenaient l'Union ainsi que ses républicains, il s'est présenté sous la bannière du Parti de l'Union nationale. Lincoln a été réélu dans une victoire écrasante, ce qui signifiait qu'il pouvait recentrer son attention sur la fin de la guerre. Peu nier que la volonté de résistance des Confédérés était encore vivante au début de 1865, mais la situation stratégique et logistique dans laquelle ils se trouvaient impliquait une défaite inévitable. Le 15 janvier, les forces de l'Union ont attaqué et capturé Fort Fisher en Caroline du Nord, à l'embouchure de la rivière Cape Fear. Cela a fermé l'accès fluvial des Confédérés à Wilmington, en Caroline du Nord, le dernier port du Sud sur la côte Est qui était utilisé par les coureurs de blocus et le transport commercial. Les troupes de l'Union ont finalement soumis le port le 22 février. Le 1er février, l'armée de Sherman a quitté Savannah pour marcher à travers les Carolines, pillant cette fois les fournitures et brûlant les établissements sur leur passage avant de capturer Columbia le 17 février. Le 4 mars 1865, Lincoln a prononcé son deuxième discours d'investiture en tant que président dans lequel, en plus de décrire ses espoirs pour une victoire rapide, il a également exprimé ses espoirs de réparer les dommages causés et de réunir la nation. Citation. Sans malveillance envers personne, avec charité pour tous, avec fermeté dans le droit, comme Dieu nous donne de voir le droit, efforçons-nous de terminer le travail dans lequel nous sommes engagés, de panser les blessures de la nation, de prendre soin de celui qui aura porté le combat et pour sa veuve et son orphelin, de faire tout ce qui peut réaliser et chérir une paix juste et durable parmi nous et avec toutes les nations. Pendant ce temps, les forces de Sherman ont continué leur charge à travers la Caroline du Nord, occupant Fayetteville le 11 mars avant de se tourner vers le nord jusqu'au 16 mars où ils ont rencontré et engagé des troupes confédérées. Après une journée de combat, les Confédérés se sont retirés pendant la nuit, ayant réussi dans leur objectif de ralentir la force de l'Union. 3 jours plus tard, les forces de Sherman ont rencontré les défenses retranchées de l'armée du général confédéré Johnston, qui a livré un combat acharné jusqu'à ce que les deux côtés se retranchent pour se faire face. Le lendemain, Sherman a envoyé des renforts sur le champ de bataille, s'attendant à ce que Johnston se retire, mais alors que le général confédéré tenait bon, seuls des combats sporadiques mineurs ont eu lieu jusqu'au 3e jour où les troupes de l'Union ont débordé leurs adversaires confédérés et les ont attaqués par l'arrière. Les Confédérés ont réussi à repousser l'attaque, mais réalisant que sa position était intenable à long terme, Johnston a choisi de se retirer du champ de bataille pendant la nuit. De retour en Virginie, le siège de Petersburg se poursuivait. Espérant renverser la balance en sa faveur, le général confédéré Lee a concocté un plan pour attaquer les troupes de l'Union. Il a commandé la garnison de l'Union à Fort Stedman, un point crucial de la ligne de siège de la ville. Surnommée par beaucoup comme la dernière grande offensive de Lee, les forces confédérées ont réussi à capturer le fort mais n'ont pas pu le tenir plus de quelques heures, et à la fin de la journée, elles s'étaient repliées sur la ville, la situation stratégique restant inchangée malgré leurs efforts. Le 31 mars, la situation dans la ville et par association la capitale confédérée de Richmond a été rendue d'autant plus désespérée lorsque les forces de l'Union ont vaincu les Confédérés, sur la route de White Oak, à l'ouest de la ville, menaçant de déstabiliser tous leurs flancs. Lee a donc envoyé une force pour tenir le carrefour vital à Five Forks, mais ils n'ont pas eu assez de temps pour construire des défenses efficaces. Lorsque l'Union a attaqué le 1er avril, et les Confédérés ont été solidement vaincus. Sentant le nœud coulant se resserrer autour de lui le lendemain, le 2 avril, Lee a donné l'ordre d'abandonner à la fois Petersburg et la capitale confédérée de Richmond. Le président confédéré G. Davis et son cabinet ont été rapidement déplacés à Danville et moins de 2 jours plus tard, Lincoln a eu droit à une visite du bureau de Davis à Richmond. Lee a pris ce qui restait de son armée et a marché vers l'armée de Johnston dans l'espoir de se joindre à lui. Mais le 6 avril, un tiers de cette force survivante a été acculé le long des rives de Sailor's Creek et anéanti. Lee a continué avec ses hommes restants, mais les espoirs d'atteindre l'armée de Johnston ont été anéantis lorsque le 9 avril, ils ont trouvé leur route bloquée par la cavalerie de l'Union au tribunal d'Appomattox. Lee a initié une attaque rapide, pensant que l'armée de l'Union était uniquement de la cavalerie légère, facile à vaincre, ce qui lui permettrait, ainsi qu'à ses hommes, de fuir. Cependant, ce n'était pas le cas et il s'est rapidement retrouvé confronté à un grand nombre d'infanterie de l'Union. Lee savait que sa situation était désespérée et après avoir fait son dernier combat pour les États confédérés d'Amérique,
il n'a eu d'autre choix que de se rendre au général de l'Union, Ulysses S. Grant. Le président Lincoln n'aurait pas longtemps pour se réjouir de ce succès. Le 14 avril, il a été assassiné par l'acteur et sympathisant confédéré John Wilkes Booth au théâtre Ford à Washington, D.C. Il a été succédé par Andrew Johnson qui présidera la fin de la guerre civile. Le même jour où Lincoln a été abattu, Fort Sumter en Caroline du Sud, l'endroit où les premiers tirs officiels de la guerre ont été tirés, a été réoccupé par les troupes de l'Union. Le général confédéré Johnston a finalement signé le document de reddition pour l'armée confédérée du Tennessee et diverses troupes du Sud attachées à son commandement le 26 avril à Bennett's Place, près de Durham, en Caroline du Nord. Puis, le 10 mai, le président confédéré Davis a été capturé près d'Irwinville, en Géorgie, avec sa femme. Le 19 mai, il a été emprisonné à la forteresse Monroe sur la côte de Virginie. Des chaînes de fer ont été rivetées à ses chevilles sur ordre du général Nelson Miles, qui était en charge du fort, et on ne lui a permis aucun visiteur ni livre à part la Bible. La Confédération n'existait plus, mais les escarmouches continuaient. À Palmetto Ranch, au Texas, les forces de l'Union et de la Confédération observaient une trêve non officielle depuis le début de 1865, mais le colonel de l'Union, Theodore H. Barrett, dirigeant une unité noire, a soudainement ordonné une attaque sur un camp confédéré près de Fort Brown pour des raisons inconnues le 12 mai. Barrett n'avait pas encore vu de combat, et certains ont soupçonné que l'attaque faisait partie d'un dernier effort, dans le but de se faire gloire avant la fin de la guerre. Les attaquants de l'Union ont capturé quelques prisonniers, mais le lendemain, ils ont été repoussés par le colonel confédéré John Salmon Fort et, quelque peu ironiquement, la dernière bataille de la guerre civile a abouti à une défaite de l'Union. Ce succès confédéré était largement dû à l'utilisation de leurs canons lourds que beaucoup soupçonnaient provenir de l'armée française de l'autre côté de la frontière, au Mexique. Dans cette bataille, le soldat de l'Union John J. Williams, du 34e régiment d'infanterie de l'Indiana, est crédité comme étant le dernier homme tué dans cet engagement et donc le dernier homme tué dans la guerre. Le 26 mai 1865, avec la reddition formelle de la dernière armée confédérée, la guerre civile a officiellement pris fin. Cependant, dans une mise en garde à l'histoire de la guerre civile américaine, la nouvelle de la reddition n'a pas atteint tout le monde pendant un certain temps après. En fait, les navires de guerre des deux côtés opérant en Europe, en Amérique du Sud et au large de la côte canadienne n'entendraient y parler de la fin de la guerre que parfois des semaines après. Un mois après la fin officielle de la guerre, un groupe de navires baleiniers opérant dans la mer de Barents a été stupéfait de se retrouver sous l'attaque d'un raider confédéré, le CSS Shenandoah. Les équipages de baleiniers ont essayé de convaincre le capitaine confédéré James Waddell que la guerre était terminée, produisant même un journal relatant la reddition de Lee. Waddell a nié la disparition de la Confédération, mais après rencontre avec d'autres navires, il a dû admettre l'évidence. Waddell a ensuite navigué avec son navire le long de la côte ouest des Amériques, autour du Cap Horn, puis remonté l'Atlantique jusqu'à Liverpool, en Angleterre, un voyage de 3 mois. Le navire a remonté la rivière Mersey le 6 novembre, avec son drapeau confédéré flottant fièrement pour que les curieux britanniques puissent le voir avant que Waddell ne se rende au capitaine du navire de guerre britannique, HMS Dungle. Son drapeau a été le dernier drapeau confédéré souverain à être officiellement enroulé, tandis que le Shenandoah lui-même a été crédité d'avoir tiré le dernier coup de feu de la guerre civile par-dessus l'étrave d'un baleinier des semaines après la fin de la guerre. Contrairement à quand deux pays vont en guerre, la paix après une guerre civile est beaucoup plus délicate à maintenir, car les deux belligérants doivent retourner à une existence partagée sous le même gouvernement. Pour le perdant, c'est une chose particulièrement difficile à faire et de nombreux anciens soldats confédérés se sont retrouvés du mauvais côté de la loi de la guerre dans les États-Unis réunifiés. Cela inclut peut-être le plus notablement Frank et Jesse James qui ont pris la fuite après avoir été impliqués dans la réalisation d'un certain nombre d'atrocités avec William Quantrill qui a fait une incursion à Lawrence au Kansas. L'un des points clés qui aiderait à réparer la division était que, bien que le Sud ait été contraint d'abolir l'esclavage, on leur a permis de conserver leurs identités en tant qu'État du Sud. De nombreux dirigeants confédérés comme le général Lee étaient admirés pour leurs prouesses militaires plutôt que pour la cause pour laquelle ils se battaient. Quant au coût de la guerre, on estime que 1 030 000 Américains sont devenus des victimes des combats, soit un stupéfiant 3% de la population totale au début de la guerre. Parmi ceux-ci,
Plus de 800 000 auraient été tués tandis que le reste aurait subi des blessures changeant la vie, comme des amputations. Ce nombre représente plus de dettes de guerre américaines que dans toutes les autres guerres américaines combinées. Bien que la guerre ait finalement vu la fin de l'esclavage aux États-Unis, il y avait peu d'efforts pour aider à intégrer la communauté afro-américaine dans la société plus large. Beaucoup d'entre eux n'ont eu d'autre choix que de chercher un emploi auprès de leurs anciens maîtres esclavagistes où ils ont continué à vivre dans des conditions sordides et à être payés des salaires extrêmement bas. Dans le Sud en particulier, mais aussi dans le Nord, les communautés blanches et noires ont commencé à se séparer à presque tous les niveaux, conduisant à des communautés ségrégées et à une législation qui renforcerait cette séparation. La communauté afro-américaine devrait attendre plus de 100 ans pour que le mouvement des droits civiques leur accorde enfin un statut égal au sein des lois des États d'Amérique. Souvent négligées lors de la guerre civile, les populations amérindiennes ont combattu des deux côtés, craignant des représailles si elles ne le faisaient pas. Néanmoins, ils ont encore été brutalement persécutés pendant et après la guerre, amenant des historiens comme Megan Kate Nelson en 2020 à les déclarer comme une troisième partie dans la guerre et une partie perdante, peu importe le côté pour lequel ils se battaient. Cependant, les divisions raciales aux États-Unis restent un problème sérieux que les autorités ont toujours du mal à résoudre aujourd'hui et qui continue de provoquer des effusions de sang. Le 17 juin 2015, un tireur suprémaciste blanc a ouvert le feu sur une congrégation d'église à Charleston, en Caroline du Sud, tuant 9 personnes. À la suite de cette atrocité, des appels ont été lancés pour que toutes les références à la Confédération dans les États du Sud soient abolies, avec la démolition des statues des héros confédérés et l'interdiction du drapeau confédéré. Les descendants des confédérés ont soutenu qu'ils étaient américains et croyaient en les valeurs américaines, mais que la Confédération et son héritage faisaient partie de leur patrimoine et devaient être préservés. Certains historiens soutiennent que nous ne devrions pas oublier la Confédération ou l'effacer des livres d'histoire parce que c'est une partie désagréable de l'histoire. Nous devons nous souvenir du passé afin de pouvoir aborder les erreurs commises à l'époque et pour ne pas les répéter à l'avenir. En parlant du sujet à Time Magazine en mars 2020, l'historien Cody Mars a dit que « j'essaie de situer les mémoriaux confédérés non pas réellement comme des mémoriaux pour la Confédération, mais comme des récits rétroactifs sur ce qu'était la Confédération et ce qu'était la guerre civile. Il y a une différence. De mon point de vue, ce ne sont pas réellement des leçons sur l'histoire de la guerre civile. Ce sont des leçons sur l'histoire des souvenirs américains de la guerre civile. » Sous-titres. Cités par la communauté amara.org.